Donc, on va pouvoir entamer cette matinée de communication autour de notre champ de réflexion du jour, le lien entre la vie de l'artiste et son œuvre. Pour Camille Claudel, c'est une question vraiment centrale, puisque la lecture de son œuvre a souvent été faite sous le seul angle de sa vie, et en particulier dans les publications qui ont accompagné sa redécouverte dans les années 1980. Mais il faut s'interroger, pourquoi cela? Son œuvre n'est-elle vraiment que l'illustration de sa vie? Quelle part et place doit-on donner à l'interprétation autobiographique de ses sculptures? Et d'abord, quelles sont les sources sur sa vie qui nous sont connues? C'est le sujet de la première communication proposée par Cécile Bertrand. Cécile, vous êtes depuis 2016 la conservatrice en chef du musée Camille Claudel. Vous avez organisé l'ouverture du musée début 2017 et depuis lors, vous avez à cœur de questionner le mythe qui entoure Camille Claudel en consacrant par exemple un colloque à ce sujet en 2017. La question de l'articulation entre la vie et l'œuvre de l'artiste traverse les expositions que vous commissariez au musée, depuis la toute première consacrée à Paul et Camille Claudel jusqu'à celle autour de Sakuntala du moment et en passant par l'exposition sur la correspondance de l'artiste qui s'est tenue l'an passé. À travers ces projets, vous vous efforcez de déconstruire les raccourcis et les idées fausses qui circulent sur l'artiste, sur son frère ou encore sur sa relation avec Auguste Rodin, en revenant aux œuvres elles-mêmes et aux sources biographiques qui sont parvenues jusqu'à nous. Vous nous proposez justement un état des lieux de ces sources. Merci Pauline. Alors, vaste sujet qu'on va évidemment pas épuiser aujourd'hui. Euh, mais en préparant cette communication, je me suis interrogée sur ce qui pourrait paraître peut-être un paradoxe, à savoir qu'avec Camille Claudel, on est quand même sur une recherche qui est relativement récente, qui commence toute fin des années 70 et se concrétise par des publications vraiment à partir des années 80. Et pourtant, on a déjà, alors peut-être aussi que c'est pour cette raison-là, qu'il y a un retard à rattraper, un foisonnement de publications. Quand on interroge le catalogue de la BNF, on a plus d'une centaine de références, alors avec aussi des rééditions qui sortent, hein, mais plus d'une centaine de références concernant Camille Claudel et qui, je pense qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui n'ont pas fait d'objet de dépôt légal, parce que nous, au musée, on reçoit quand même très régulièrement des ouvrages ou des projets de publication autour de la vie de Camille Claudel, des projets de pièces de théâtre. On en reçoit, je ne sais pas, peut-être plus par an, c'est sûr. Euh, Avec toujours en plus un peu de même poncifs qui reviennent. Donc là, je vous présente à l'écran le premier ouvrage recensé, donc le roman d'Anne Delvaux qui faisait suite à une pièce de théâtre vraiment consacrée à la vie de Camille Claudel d'une manière assez romancée. Et puis à droite, le dernier ou un des derniers ouvrages parus avec la biographie du Claude Pérez, qui est un universitaire spécialiste de littérature, plutôt spécialiste au départ de Paul Claudel. Ce qui est aussi assez symptomatique, hein, dans la recherche, on a quand même énormément de chercheurs qui sont venus à Camille Claudel parce qu'à l'origine, il s'intéressait à Paul Claudel. Et puis, au centre, la biographie d'Odile Hérald-Close, parue d'abord en anglais et puis ensuite en français, et qui reste pour moi une référence assez incontournable sur la vie de l'artiste. Ce que je trouve aussi assez caractéristique, c'est que assez vite, dans les publications qui vont être faites autour de Camille Claudel, il va y avoir cette volonté de mettre à disposition les sources. Alors parfois pour des raisons qui peuvent paraître circonstancielles, en particulier en ce qui concerne Jacques Cassard. Donc là aussi, je ne vais pas
trop développé puisque on a la chance de pouvoir entendre tout à l'heure son fils Jean-Philippe. Donc avec cet ouvrage paru à titre posthume, donc à partir de ces notes, donc qui explique peut-être qu'une partie de cet ouvrage, d'abord ce titre, Dossier Camille Claudel, avec l'idée qu'on publie à la fois un travail non achevé par son auteur, mais aussi un certain nombre de sources qui sont publiées brutes. Mais c'est aussi pour moi quelque chose qui existait en fait dans le projet d'origine de Jacques Cassat, puisque dans le texte qu'il a écrit, un texte qu'il a écrit en 1980 et qui est repris dans le dossier Camille Claudel en avant-propos, il place vraiment l'accès aux sources au centre de son projet, avant de savoir qu'il serait publié sans qu'il ait le temps de l'achever. Et il parle de rendre à Camille sa personnalité. Non, pardon, rendre à Camille sa personnalité est donc rester l'un des buts, sinon le but essentiel de ce travail. Mais l'histoire ne se fait pas sans document. Et à la suite de cette phrase, il évoque plus en détail l'accès, les sources auxquelles il a pu avoir accès et qui ont fondé son travail, et en particulier les archives de Paul Claudel et celles du musée Rodin, auxquelles il a pu avoir accès grâce aux liens qu'il a noués avec la famille Claudel, et en particulier avec Pierre Claudel, que vous avez ici à l'écran aux côtés de Jacques Castard, et avec René Lantais. Mais je pense qu'il faut, avant ces publications dès les années 80, revenir au texte publié du vivant même de Camille Claudel et à la manière dont aussi dans ce lien entre l'œuvre et la vie est tiré. Vous le savez, je pense, le premier à souligner la dimension autobiographique de l'œuvre de Camille Claudel, c'est son frère, Paul. Il écrit que son œuvre est tout entier l'histoire de sa vie. Alors, c'est un texte sur lequel on s'appuie beaucoup, mais qu'il faut aussi analyser, je pense, et avoir aussi savoir prendre ses distances avec ce texte-là. Paul Claudel avait cette intimité avec sa sœur, avec l'artiste, qui lui donnait une compréhension particulière de cette œuvre, une compréhension particulière, c'est-à-dire une compréhension peut-être profonde, mais aussi une compréhension conditionnée par ce lien intime qu'il avait avec elle. Et on sait aussi, enfin, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que quand il parle de Camille Claudel, en partie, il parle aussi de lui. En particulier quand il évoque la question de la vocation artistique, il considère comme une malédiction. Je trouve aussi qu'il est assez fondateur dans cette tension entre l'œuvre et la vie, à quoi donner la primauté, comment évoquer l'un sans occulter l'autre, puisque à la fois il est, et notamment dans le texte, donc c'est le texte où il écrit que l'œuvre est tout entière l'histoire de sa vie, c'est l'introduction à l'exposition qui a lieu au musée Rodin en 1951, que vous voyez à droite. Mais en 1905, il avait écrit un premier texte, Camille Claudel statuaire, qu'il republie en 1913 dans l'art décoratif avec un grand nombre d'illustrations, de photographies des œuvres. Donc on voit aussi vraiment qu'il part des œuvres. Et ça reste un des témoignages les plus importants sur les œuvres de Camille Claudel, et notamment sur celles qui ont disparu, telles que l'autoportrait que vous voyez reproduit à l'écran. L'autre texte fondateur auquel on se réfère continuellement, c'est la biographie écrite par Mathias Morart, qui est publiée dans le Mercure de France en 1898. Donc, vous voyez la première page du texte à gauche, et puis c'est aussi ce texte qui verra la première reproduction de cette photographie iconique de Camille Claudel par César Séigné.
c'est un texte auquel on se réfère d'autant plus volontiers qu'on sent que, bon, déjà, on sait que Mathias Morart et Camille Claudel se connaissaient plutôt bien. On sent que Mathias Morart a des informations de première main que seul Camille Claudel a pu lui raconter. Et on sait aussi par la correspondance que Auguste Rodin a relu le texte et il écrit même dans une lettre qu'il a fait changer un certain nombre de choses parce qu'il estimait que certains, je crois que son terme, c'est certains mots, pouvaient lui attirer des ennuis. Euh, Pourtant, quand on lit bien ce texte, et notamment la manière dont Mathias Morard évoque l'enfance de Camille Claudel, on sent qu'il rentre en fait dans la tradition des vies d'artistes et de cette espèce de légende où forcément un grand artiste a ce talent précoce sorti de nulle part qu'il va développer seul et loin de toute institution avec cette espèce d'apprentissage autodidacte. Et là où vraiment on est en pleine fiction, c'est quand il évoque le rôle du frère et de la sœur de Camille qui l'assistaient et qui donc taillaient les marbres d'après les modèles élaborés par leur sœur. Et partant de ce constat, évidemment, ça donne aussi enfin, on sent qu'il devient vraiment nécessaire de croiser toutes les informations, dont la plupart peuvent paraître beaucoup plus plausibles, mais je dirais que ça jette quand même le doute sur l'ensemble de ce que peut écrire Mathias Morart et sur qu'est-ce qu'il souhaitait en fait. Il souhaitait défendre Camille Claudel, faire reconnaître son travail et dès lors, ce qu'il écrit peut être aussi sujet à caution et nécessite d'être croisé avec d'autres sources pour démêler la légende des faits. Euh, donc depuis l'interdite, les bibliographies se sont succédées, se sont étoffées, ainsi que la liste des sources d'archives qui peu à peu, par le travail des chercheurs, s'allonge, avec la difficulté majeure qui est que pour Camille Claudel, on n'a pas de fonds d'archives qui seraient hérités de l'artiste. En fait, ses archives personnelles ont disparu. Alors, on ne sait pas complètement quand, comment. Ce qu'on sait, c'est que toute jeune, quand elle écrit à Florence Jeans, elle écrit à Florence Jeans, j'espère que vous faites bien comme moi et que toutes les lettres que je vous écris, vous les détruisez comme moi, je détruis les vôtres. Donc, en fait, avant même la question de l'internement et du devenir de son fonds d'atelier, on suppose qu'elle a détruit elle-même un certain nombre de lettres. Et on a vraiment cette impression-là qu'elle ne voulait pas laisser de traces, en fait. Et puis, enfin, on se dit aussi, bien sûr, malheureusement, qu'au moment de vider l'atelier, la famille a transporté les œuvres, sauvegardé les œuvres, mais probablement n'a pas perçu, s'il restait des archives, l'intérêt qu'elles pouvaient représenter, ne les a pas conservées. De même qu'elle n'a pas conservé tous les dessins, il est très probable, parce qu'il y a des éléments dans la correspondance, notamment déjà, on est sûr que Camille Claudel dessinait beaucoup. Or, on conserve très très peu de dessins et aucun dessin préparatoire. Et Camille Claudel évoque des portefeuilles de dessins lorsqu'elle est internée. Et on a tout lieu de penser que, même si elle est dans des délires de persécution, mais que les portefeuilles de dessin existaient en effet ou avaient existé et que malheureusement ils sont perdus. L'interdite représente aussi le premier catalogue des œuvres élaborées juste avant l'ouvrage l'année suivante, l'ouvrage de Reine-Marie Paris, et puis l'exposition organisée au musée Rodin, puis au musée de Poitiers, qui là va venir étoffer ce catalogue et constituer une première base pour travailler sur Camille Claudel et sur son œuvre. Il y a une question particulièrement prégnante, à la fois dans toutes les
tentative d'ouvrages de fiction et de pièces de théâtre qu'on reçoit, et beaucoup aussi dans les essais qui sont écrits autour de Camille Claudel, c'est l'internement. Et là aussi, je trouve assez notable que sur cette question de l'internement, il y a eu vraiment une volonté de donner accès aux sources pour établir les faits sur cette question qui, encore aujourd'hui, dans le grand public, vous le savez sûrement, enfin, on ne peut pas faire une conférence sans Camille Claudel, sans avoir une question à la fin sur la famille qui a fait enfermer Camille Claudel pour s'en débarrasser. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui reste très prégnant dans la... Alors, notamment hérité du travail d'Anne Delbé, hein, et qui reste très prégnant aujourd'hui. Et donc, il y a eu la publication, donc d'abord, la publication d'une partie du dossier médical dans l'ouvrage de Reine-Marie Paris, qui a été ensuite, alors qui était en plus accompagnée d'un certain nombre de lettres échangées par la famille à l'époque de l'internement, juste avant et à l'époque de l'internement, et une analyse de ce dossier médical par des médecins pour avoir un regard vraiment médical sur un diagnostic, en fait, sur la maladie de Camille Claudel. Et puis, ce travail a été repris ensuite dans le catalogue raisonné d'Anne Rivière, Bruno Godichon et Daniel Ganassia, complété par les archives de Villévrard, parce que vous savez que l'internement de Camille Claudel, en fait, elle a d'abord été internée à Villévrard, très vite, en raison de la Première Guerre mondiale, transférée à Montfavet, et donc a d'abord été connu tout le fond qui concernait Montfavet, qui est aussi la plus longue période, hein, mais avait pu être retrouvé le dossier de Villévrard qui avait donc été ajouté aux sources publiées dans le catalogue raisonné. Dans les sources, et là aussi vraiment outil de travail qui fait notre quotidien, il y a la correspondance. Donc, pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire la perte des archives personnelles de Camille Claudel, on conserve essentiellement la correspondance active, donc les lettres qu'elle a écrites, mais très peu des lettres qu'elle a reçues. Avec deux éditions par Anne Rivière et Bruno Godichon, puis une édition par Reine-Marie Paris et Philippe Cresson, avec, pour l'édition par Anne Rivière et Bruno Godichon, vraiment ce qui reste, je pense, comme le travail le plus abouti du croisement des sources. C'est-à-dire que pour chaque lettre, ils ont vraiment recherché tous les éléments qui pouvaient venir confirmer ou parfois aussi nuancer ou infirmer ce qui était dit dans la lettre ou ce qui permettait de les interpréter, toutes les personnes qui sont nommées, essayer de retrouver leur état civil, de contextualiser leur carrière par un appareil de notes vraiment très, très complet et très fiable. Et qui permet ce croisement des sources qui, pour Camille Claudel, plus que pour tout autre, est absolument indispensable. Reine-Marie Paris, c'est une manière beaucoup très différente d'aborder le sujet, peut-être plus personnelle, plus émotionnelle. Elle a classé les lettres non par chronologie, parce qu'il y a aussi tout ce travail de datation. Beaucoup de lettres ne sont pas datées. Donc, tous ces éléments ces sources qui sont croisées, permettent aussi pour chaque lettre de proposer une datation, et l'organisation de la correspondance est chronologique. Chez Reine-Marie Paris et Philippe Cresson, les œuvres sont classées par correspondant, avec à chaque fois une notice sur le correspondant et un portrait du correspondant. Et puis, autre outil extrêmement précieux, il est renfermé dans les actes du colloque qui avait été organisé à Amiens
qui s'intitulait Sur les traces de Camille et Paul Claudel. Donc là aussi, toujours le frère et la sœur qui étaient associés dans ce travail de réflexion avec des communications qui portaient sur l'un et des communications qui portaient sur l'autre, mais aussi une manière de présenter combien le travail sur l'un et sur l'autre est différent, justement en fonction des sources disponibles et conservées. Et une réflexion, je vous invite à vous y reporter en lien avec aujourd'hui, vraiment une réflexion sur cette question des sources et de la manière de les exploiter. Et la deuxième partie de l'ouvrage, donc plus de la moitié, est en fait une revue de presse des articles qui avaient été consacrés à Camille Claudel de son vivant, assez complète, mais dont on se rend compte. Alors, la publication, c'est 2009, donc ça commence déjà à dater un petit peu. On se rend compte qu'il y a encore des articles à trouver, même si c'est pas des. Je pense pas qu'on trouve d'articles complets consacrés à Camille Claudel, enfin, quoique, on en trouvera peut-être. Mais notamment à travers les bases de données qui de plus en plus se construisent et s'étoffent. Et en particulier, alors je ne sais pas si quelqu'un l'a fait peut-être on pourra mettre nos forces en commun. J'ai commencé à dépouiller la base de données RetroNews, qui est la base de données de la BNF qui est consacrée à la presse. Donc, il y a 726 références quand on cherche Camille Claudel. Alors, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, mais c'est pour ça que c'est fastidieux. C'est qu'en fait, par exemple, l'article de Morart en 1898, il y a autant de références que de fois où Camille Claudel est citée. Donc, autant vous dire, et c'est pas dans l'ordre, sinon ça serait pas drôle. Et donc voilà, il faut dépouiller tout ça, mais en commençant à dépouiller, j'ai trouvé déjà forcément des articles, parce que souvent ce sont des petites mentions, mais ça peut apporter à chaque fois un éclairage. Enfin, je pense que quand on va tout mettre ensemble, ça va aussi nous faire progresser. Donc par exemple, je ne sais pas si peut-être vous le connaissiez, moi je ne le connaissais pas, un article, il y a notamment toutes les recensions de publications qui sont faites sur Camille Claudel, donc les articles de Paul Claudel et les articles de Mathias Morard étaient suffisamment importants et leur auteur suffisamment repéré pour que ces publications-là fassent l'objet de recensions dans d'autres titres de presse, et notamment, par exemple, un article de Marie-Léopold Lacour dans La Fronde sur la réception de l'article de Mathias Morard. Et puis, je pense que dans la presse régionale, il y a peut-être encore des éléments dont on n'a pas connaissance. Par exemple, peut-être des commandes auxquelles Camille Claudel pourrait avoir tenté de participer. Par exemple, il y a eu récemment un article de Richard Dagorn sur le monument la statue plus exactement de Monseigneur Trouillet à Nancy, qui a été une commande qui a été attribuée à Ernest Bussière, mais à l'issue d'un concours auquel avait participé Camille Claudel, donc ce qui est recensé dans la presse locale autour de Nancy, mais encore faut-il avoir, comment dire, ressortent les références dans ces périodiques régionaux pour qu'on puisse en avoir connaissance. Et dans les nouveaux éléments aussi qui vont, je pense, ne pas manquer de surgir, eh bien, il y a quand même régulièrement, de temps en temps, des lettres qui réapparaissent qu'on ne connaissait pas et qui peuvent apporter vraiment des éléments intéressants, voire remettre en question parfois des datations ou voilà, des éléments sur la vie de l'artiste. Et j'en prends pour exemple 2 lettres à Octave Mirbeau qui ont été retrouvées dans un exemplaire de La Ville, le livre de Paul Claudel, l'exemplaire que Paul Claudel avait dédicacé à Octave Mirbeau lui-même. Et dans cet ouvrage étaient glissées 2 lettres, une lettre de Paul Claudel et 2 lettres de Camille Claudel, qui sont donc apparues sur le marché il y a maintenant un an, je crois. Et l'une d'elles, celle que je vous montre ici, est particulièrement intéressante, je trouve, puisqu'elle fait le lien entre L'Âge mûr et le Calvaire, le roman d'Octave Mirbeau. Alors, de là à penser que le Calvaire a été une source
Pour l'âge mûr, je n'en suis pas sûre. Je pense que là, Camille Claudel, qui essaye de faire venir Octave Mirbeau dans son atelier, est aussi un peu dans une position de flatter Octave Mirbeau en lui écrivant qu'elle veut appeler son groupe Le Calvaire en référence à son ouvrage. Je trouve ça quand même particulièrement intéressant et notamment en lien avec le thème d'aujourd'hui, puisqu'elle pense quand même à un roman qui, justement, est un roman largement autobiographique dans l'œuvre d'Octave Mirbeau, et elle fait le lien entre ce roman et son œuvre L'âge mûr, qu'on interprète comme une des œuvres les plus autobiographiques de Camille Claudel. Je vous remercie pour votre attention. Merci Cécile. Alors, à l'issue de chaque communication, on vous propose un temps de questions d'environ 10 minutes. Si certains d'entre vous en ont, Peut-être ajouter des remarques. Oui. Est-ce que, par exemple, vous avez pu acquérir la lettre de Mirbeau? Est-ce que vous continuez à acheter? Est-ce que vous pouvez acheter, d'ailleurs, des documents? Alors, les lettres, c'est très difficile parce que c'est très cher. Donc celle-là, honnêtement, on n'avait même pas tenté de se positionner. Il faut savoir qu'une lettre sur le marché de l'art de Camille Claudel, aujourd'hui, ça peut atteindre 20 000 euros. Donc je préfère souvent garder le budget disponible pour acheter des œuvres. Après, on a pu, mais là, plus de gré à gré, en fait, on avait été contacté par un descendant d'Eugène Blot, qui avait hérité des 6 lettres à Eugène Blot, qui était, voilà, qu'on a dans la correspondance identifiée comme étant en collection particulière, et qui souhaitait les vendre au musée à un prix qui n'était pas le prix du marché, en fait, ce qui nous a permis de les acquérir en l'occurrence. Mais c'est vrai que si on n'a pas quelqu'un qui est prêt à ne pas s'aligner sur le prix du marché, c'est plus tellement possible. Eh ben, je n'en sais rien. Je ne sais pas si quelqu'un a l'information à ça. Mais je pense que c'est un particulier qui les a achetés, mais du coup. Vous pensez qu'il y a des particuliers qui sont passionnés par Camille Claudel et qui sont prêts, des particuliers en France ou... Ils sont prêts à acheter des lettres ou à... Marie Paris, pour ne pas la citer, continue à acheter et à collectionner autour de Camille Claudel? Ou est-ce que vous pensez que ça part à l'étranger, par exemple, je ne sais pas, au Getty, ou dans ces grands fonds Alors moi, je n'ai pas eu d'informations d'institutions étrangères qui achetaient des lettres. Des œuvres, oui. Et Reine Marie Paris, pour moi, c'est plutôt des œuvres. Dernièrement, après, elle ne me dit pas tout. Ouais, je pense qu'il y a une espèce de fétichisme, en fait, effectivement, que ce sont plus des privés, enfin, à ce prix-là, que ce sont plus des privés qui achètent que des institutions. Et en tout cas, moi, je n'ai pas eu connaissance. Enfin, on est quand même souvent contacté par les institutions pour voilà, échanger ou avoir des avis sur leur projet d'acquisition. Je ne pense pas que ce soit des institutions qui achètent à ce prix-là. Je pense que c'est vraiment des particuliers, et qu'il y a, oui, ce côté fétichiste attaché à Camille Claudel et à son aux lettres qu'elle a écrites, touchées. Il y avait une question. Votre présentation, très informative comme toujours. Je tenais juste à apporter une petite précision. Vous avez mentionné à 2 reprises Anne Delvaux. Je ne peux pas ne pas y adjoindre le nom de Jeanne Paillard, puisque les deux ont travaillé ensemble, bien connus, aussi bien sur la pièce de théâtre que par la suite aussi avec Jacques Cassard, dans échange. Et donc, amitié et précision historique mentionner son nom. Oui, merci de préciser. Je crois que c'était écrit dans mes notes et que ça fait partie des choses que j'ai mangées au moment de les lire. Et effectivement aussi Jacques Cassard, puisque c'est vraiment aussi sa documentation qui a servi de base à l'écriture à la fois de la pièce de théâtre, et aussi qui a pu être utilisée par Bruno Nuiten
pour le scénario de son film, et on voit à quel point s'entrecroise le travail sur les sources, et puis après le travail d'écriture romancée de personnes, d'auteurs qui sont davantage oui, une manière plus romancée de raconter l'histoire. Mais tout ça s'entrecroise effectivement. Et au mois de mai, il y a eu une très grande exposition au Getty à Los Angeles. Camille Claudel. Et oui, il paraît qu'elle était absolument fantastique. Je n'ai pas pu y aller, mais par les amis qui sont allés, ils m'ont envoyé des photos de cette exposition. Ils ont dit que les Américains étaient très forts pour organiser des expositions. Oui, alors je vous le confirme. Alors c'est une exposition qui a d'abord lieu à Chicago en fait. Il y a eu 2 étapes. Et qui était une étape vraiment très importante dans la diffusion du travail de Camille Claudel et sa reconnaissance aux États-Unis. Et c'est parce que c'était tellement important que toutes les institutions françaises dont on fait partie, mais aussi le musée Rodin, Poitiers, Roubaix, ont vraiment consenti des prêts exceptionnels qu'on ne consent jamais habituellement. Ce qui a permis à ces 2 institutions, en effet, de réunir un ensemble d'œuvres de Camille Claudel, où ils ont adjoint aussi des œuvres en main privée, et notamment des œuvres qui sont aux États-Unis, qu'on voit rarement en Europe, enfin, même si ce sont des fonds, ce sont des bronzes, hein, donc on en a des équivalents en Europe, mais ça a permis de voir ces exemplaires, ou aussi des œuvres qui sont conservées au Mexique, à Soumaya, qu'on voit aussi, je ne sais pas si on les a déjà vues en Europe. Pourquoi je disais ça? Donc, bon, en effet, c'était vraiment une exposition très, très importante, et dans les œuvres qu'ils ont pu réunir, et dans la signification que ça a, et la diffusion que ça apporte au travail de Camille Claudel aux États-Unis. Alors, moi, je ne l'ai pas vue, mais elle n'a pas dû y aller en même. Elle ne devait pas être là pour le vernissage. Du coup, elle a dû y retourner peut-être par la suite. Ou vous voulez dire qu'elle a prêté des œuvres? Oui, elle a prêté des œuvres, effectivement. Est-ce qu'on sait plus ça? De combien? Non. Ouais. On ne peut que constater qu'on ne les trouve pas. Comment? On ne peut que constater qu'on ne les trouve pas, et qu'en fait, si elles avaient été conservées, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour se dire qu'elles auraient été récupérées par la famille, et que donc on saurait où elles sont, et que donc cela veut dire que ça a été perdu ou détruit. Après, dans quelle mesure c'est par elle, dans quelle mesure c'est le tri qui a été fait par la famille au moment de vider l'atelier, ça on n'en a pas tellement idée. Après, on a ces témoignages, donc la lettre de Florentine, ce que j'ai évoqué, donc peut-être des destructions qui arrivent même très tôt. Et dans ce qu'on sait du caractère de Camille Claudel, qui se livre quand même très peu, enfin moi, ça ne m'étonnerait guère en fait qu'elle ait eu cette volonté d'effacer les traces. Enfin, je croirais sa volonté d'elle. Et puis il y a aussi les années où elle est malade, où elle écrit qu'elle détruit des œuvres, et peut-être qu'elle détruit les dessins en même temps, en fait, et voir les archives, ça on ne peut pas savoir, mais en tout cas, on ne les retrouve pas. Oui. Ça signifie, je suis pas arrivée tout à fait. Ça signifie en fait que malgré toutes les recherches qui existent, malgré les autobiographies, malgré la famille, etc., Camille Claudel reste encore quelqu'un qui est pas, voilà, dont on ne connaît pas encore. Il reste beaucoup de zones d'ombre. Voilà. Après, c'est une recherche qui reste relativement récente, hein. Et puis, je dirais qu'aussi tous les artistes en ont, hein. Alors après, Camille Claudel peut-être plus qu'une autre, peut-être, mais voilà. Mais c'est sûr que par rapport à des artistes, notamment des artistes voilà, qu'on connaît bien, parce qu'on est aussi amené à travailler sur eux, comme Auguste Rodin, où là, il y a un fonds d'archives incroyable, en plus géré par une institution qui est organisée pour le classer, pour y donner accès, et puis cette
que Auguste Rodin, qui en plus de son vivant, en fait, s'organisait pour classer toutes ses archives, sa documentation avec un secrétaire, etc. Bah, c'est sûr que là, on est dans l'excès inverse, en fait, on est un peu les deux extrêmes, entre Auguste Rodin et Camille Claudel, dont là, on pense que, en effet, ses archives personnelles ont disparu. Après, on a plein d'autres sources qu'il faut croiser, mais la difficulté, c'est qu'elles sont dispersées, en fait. Donc, il faut les localiser, il faut les rassembler, et c'est quelque chose de très long et qui n'est jamais fini, en fait, parce qu'il reste toujours des choses dont on n'a pas eu connaissance, ou des endroits où on n'a pas pensé à chercher, des choses qui sont en main privée et qui donc ne sont pas diffusées. C'est un travail de fourmi. Est-ce que la famille a tout donné, les informations, ou est-ce qu'elle fait de... Oui. Ah, ça serait pas bien. C'est une question, une bonne question. Ce qu'on peut dire, c'est que, parce qu'une des sources, et d'ailleurs dès le travail de Jacques Cassard, une des sources quand même importantes, c'est les archives de Paul Claudel. Et archives de Paul Claudel qui aujourd'hui sont conservées à la BNF, dont on a quand même, qui sont du coup accessibles puisqu'elles sont en fonds publics. Mais on ne sait pas s'il n'y a pas des choses qui ont été triées avant le don à la BNF, ou avant que Jacques Cassard aussi puisse les consulter. Et si je Oui. continue, justement, quel est le statut de document comme celui que vous nous montrez? Donc, c'est passé en vente publique, ça a été acheté, on ne sait pas où il est. Vous avez pu obtenir une copie ou faire une photo, mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser, de publier ce genre de choses? Quel est le statut de ce genre de document? S'il y a une nouvelle édition de la correspondance, est-ce qu'on peut intégrer ce type de document? Alors, moi, je pense qu'Anne a peut-être une réponse plus. Il y a peut-être davantage réfléchi que moi en tant qu'éditrice de la correspondance, mais pour moi. Le problème des lettres, c'est que ça a un double statut. C'est à la fois un document qui est écrit par quelqu'un qui est tombé dans le domaine public, donc on peut utiliser. Le problème, c'est l'objet qui lui appartient à quelqu'un. Mais qui, pour moi, ne donne pas la propriété du contenu. Enfin, si je me. Donc, en effet, utiliser le document en indiquant bien collection particulière, et si par chance on a de donner le nom, on peut utiliser le texte source. Et après, à la limite, les droits qu'il pourrait y avoir, c'est la personne ou l'institution qui a fait la photo que je vous montre là. Le droit moral s'est passé que si on utilisait cette photo pour, je sais pas, faire une publicité pornographique, Si on porte atteinte à la dignité de la personne ou à l'intégrité de l'œuvre, donc il y a peu de risques. Il est public. La question du contenu ne se pose plus. Alors, en effet, ce qui pose question, c'est plus le copyright de la photo. Là, il pourrait être le sujet. Mais en général, les maisons de vente quand on leur demande, donnent le droit de reproduire les photos qu'elles ont réalisées. J'entends que si on se rend à la vente et qu'on photographie et qu'on projette après ailleurs, qu'on publie dans un. Là, c'est ça qui pourrait être projeté. Et le contenu, à partir du moment où il est en vente publique. Et bêtement, cette photo, je l'ai récupérée sur Internet, sur le site de la maison de vente. Donc, elle est accessible à toute personne qui souhaite la récupérer, en fait. Peut-être encore une question? Est-ce que depuis l'ouverture du musée, puisque vous avez travaillé aussi à l'ouverture, on a quand même, comme vous l'avez dit, ça fait depuis les années 70-80 qu'il y a une vraie recherche sur Camille Claudel. Est-ce que vous avez vu ou pu observer le fait qu'il y ait une institutionnalisation de son œuvre par le musée a créé je sais pas, un rapport peut-être un peu différent, à la fois avec les héritiers, avec les gens qui sont un peu fanatiques, comme vous l'avez dit, ou pas du tout? Est-ce que parmi les chercheuses et les chercheurs qui sont là et qui travaillent dessus, vous avez tous, dans vos domaines respectifs, pu voir un changement de relation avec, je sais pas, les familles, les collectionneurs, etc. Je sais pas ce qu'en pensent les personnes qui étaient là avant. Moi, l'impression que j'ai, mais après Véronique, peut-être tu pourras
j'ai l'impression que ce rôle un peu d'institution référence sur Camille Claudel était assumé par le musée Rodin avant que le musée Camille Claudel soit créé, à travers à la fois le fonds d'œuvres et le fonds d'archives que vous conservez. Et que maintenant c'est plus partagé parce que vous restez quand même avec ce fonds formidable que vous conservez, mais qui a effectivement un musée qui s'appelle Camille Claudel. Donc c'est vrai que mine de rien, le nom, en fait, ça y fait quand même beaucoup. Et donc on a spontanément beaucoup de personnes qui se tournent vers nous, soit parce qu'ils ont écrit une pièce sur Camille Claudel, soit parce qu'ils conservent des œuvres ou des lettres. Mais voilà, je ne sais pas si tu veux compléter, Véronique, toi sur l'avant et après musée. J'ai envie de dire l'histoire de la relation entre Rodin et Camille Claudel, où là on est encore très sollicité aussi, mais où sur l'œuvre on peut rester la référence. Maintenant, la collection, pendant longtemps, pour oublier que la collection du musée Rodin, c'était la grande collection de chefs-d'œuvre en plus et d'œuvres qui étaient publiques et qui étaient la seule accessible, on va dire, puisque tout était avant en main privée. Donc, ça a été un lieu effectivement de référence. Le fonds d'archives est très important parce que, au-delà de Camille Claudel et de Rodin, il rayonne aussi dans tout l'archive même de Rodin, dans ses autres correspondants, dans ses papiers personnels, dans ses carnets, dans ses papiers de banque, etc. On sait. Donc, effectivement, la source en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans nos tentatives d'acquisition, la distribution, la répartition se fait naturellement. On ne s'est jamais retrouvé, par exemple, dans la faute sur nos rôles. Et le musée continue, le musée Rodin continue à acquérir des œuvres, enfin des œuvres, surtout des enseignent l'histoire de leur relation, alors que sur des documents qui font référence plus à des œuvres et à sa création, le musée Rodin n'a pas de raison, n'a pas attention à tirer, relier la parole. Elles sont là. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, qu'on raisonne et que les choses sont, je trouve, naturelles. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, si j'ai encore 2 minutes? Puisque donc, moi, j'étais au musée Rodin entre grosso modo 1994 et 2006. Et si vous voulez, j'ai donc bien vu cette question de Camille Claudel à côté de Jacques Villain, qui lui-même dirigeait le musée. Donc, moi, il me semble qu'il y a eu une période où le musée Rodin a été très porteur, en 82, au moment de la première exposition de Poitiers du musée Rodin. Et puis après, il y a eu une sorte de repli, parce qu'au fond, Jacques Villain considérait que sa mission à lui, c'était Rodin, et que Camille Claudel était un peu comme une épine dans son pied. Et pendant toute cette période donc, où j'ai été au musée Rodin, lui refusait toujours tous les projets sur Camille Claudel, jusqu'au jour où son ami John Porter lui a exprimé son grand désir, après X expositions Rodin, de faire une exposition Camille Claudel à Québec. Et finalement, il a eu gain de cause en introduisant Rodin à côté de Camille Claudel. Et c'est peut-être aussi ce qui a permis d'introduire un peu Camille Claudel aux États-Unis, puisqu'il n'y avait pas vraiment, je crois, d'exposition sur elle auparavant. Et l'idée a été de mettre les deux artistes en regard, ce qui a, je dirais, convaincu Jacques Villain de lâcher les chefs-d'œuvre de Camille Claudel et d'accepter qu'ils soient exposés à l'extérieur. Et en fait, tout ça correspond à peu près, puisqu'au fond, l'ouverture du musée de Nogent, c'est à peu près le moment où Jacques a pris sa retraite, et où à ce moment-là, le musée de Nogent a pu lui-même prendre davantage d'importance et porter peut-être davantage Camille Claudel. Et alors, entre-temps, bien sûr, il y a eu tout le travail fait par des chercheurs en dehors des institutions, comme Anne, comme, etc. Bon, Bruno Godichon, qui lui-même était dans les musées, mais et qui ont contribué aussi à la faire mieux connaître. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête pour ne pas prendre trop de retard. Ouais. Je vous propose de poursuivre avec Jean-Philippe Cassard.